Le roi Mohamed VI est à Abidjan depuis le 24 février dernier pour une visite de travail et d'amitié. Plusieurs accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, notamment dans le domaine médical. Le CHU Mohamed VI de Marrakech et le CHU de Yopougon ont signé hier une convention de partenariat hospitalier. Le carême commence le mercredi décembre, ce mercredi 1er mars et s'achève le jour de Pâques. Pendant 40 jours, les chrétiens vont méditer sur les temps forts qui ont marqué la vie du Christ pour le salut de l'humanité et tenter de marcher dans ses pas. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale de la protection civile, une journée célébrée le 1er mars de chaque année pour rappeler le rôle de l'État d'assurer au quotidien la protection de ses populations. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Ce mercredi 1er mars a lieu un conseil des ministres. Vous allez le voir en image, les membres du gouvernement sont réunis depuis ce matin autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est au palais de la présidence de la République. Et tous les détails dans nos prochains journaux. Le roi Mohamed VI est à Abidjan depuis le 24 février dernier pour une visite de travail et d'amitié. Le lundi dernier, 14 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc ont été signés, notamment dans les secteurs de la défense, de la santé, de la promotion des PME et dans les transports. Dans le domaine médical également, le Maroc apporte son expertise au personnel sanitaire ivoirien. Le CHU Mohamed VI de Marrakech et celui de Yopougon ont signé hier une convention de partenariat hospitalier. C'est à Soro. En marge de la visite de travail et d'amitié du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI en Côte d'Ivoire, le CHU Mohamed VI de Marrakech et celui de Yopougon ont procédé à la signature de conventions de partenariat hospitalier. Elle permettra au CHU Mohamed VI d'assister celui de Yopougon dans divers domaines, notamment celui de la formation, a précisé la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi. Il est du rôle et des missions d'un ministre de la Santé de faire en sorte que les agents de santé aient un niveau de connaissance, même un niveau de réactivité extrêmement important. Et cela se fait bien sûr par l'échange d'expertise, l'échange d'expérience. Pour le directeur général du CHU Mohamed VI de Marrakech, cette convention, loin d'être unilatérale, consistera à un partage d'expérience, ainsi que le renforcement de la coopération et de la collaboration entre ces deux centres hospitaliers. On pourrait parler de la médecine d'urgence, c'est une priorité, mais il y a aussi la cancérologie, l'oncologie médicale, adulte et pédiatrique, la greffe et transplantation de tissus et d'organes. Et dans ce cadre, on serait bien sûr ravis que vous puissiez donner vos instructions afin de recevoir une délégation du CHU de Yopougon à Marrakech. Cette signature de convention de partenariat entre le CHU Mohamed VI de Marrakech et celui de Yopougon se fait en marge de l'inauguration ce mercredi par le roi Mohamed VI du service des urgences de médecine du CHU de Yopougon. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a échangé hier mardi avec plusieurs chefs d'entreprises françaises, notamment les dirigeants du groupe Bouygues et une délégation du patronat français. Le compte-rendu est signé Mahama Traoré et Awa Touré. Une autre visite du mouvement des entreprises de France à Abidjan. Cette fois, pas pour une prospection du marché ivoirien, mais plutôt pour proposer son assistance aux villes ivoiriennes sur la question du développement durable. Ce, dans un contexte d'urbanisation galopante. Composée d'une cinquantaine de patrons français, la délégation du MEDEF a rencontré le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Aider à trouver les bonnes solutions urbaines, pas seulement pour Abidjan, pour l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui dans une équation difficile puisqu'elles doivent absorber entre 2,5 et 3% de population urbaine plus chaque année. Il faut à la fois assurer que cette population est hébergée, accueillie dans les meilleures conditions, que
les solutions qui soient trouvées soient durables et surtout soient innovantes. Ce que nous avons examiné avec Monsieur le vice-président de la République, c'est l'ensemble des secteurs concernés, que ce soit ce qu'on appelle la planification amont, que ce soit les constructions, que ce soit la vie quotidienne, les transports urbains. Avant la délégation du MEDEF, Daniel Kablan-Duncan a échangé avec un autre patron français, Olivier Bouygues, directeur général délégué du groupe Bouygues. Lui et son groupe entendent accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation d'infrastructures de transport. On a refait un petit peu un tour de tous les projets d'infrastructures qui sont prévus sur la Côte d'Ivoire. Alors d'abord les projets routiers. Il y a des grands axes qui vont être faits, dont celui de San Pedro au Mans. Et puis un autre axe, je n'ai pas tous les noms des villes, le long du Ghana, qui redescend ici vers le sud. Après, on a reparlé d'un grand projet que vous connaissez bien, c'est le métro d'Abidjan, bien sûr. Il faut que ce projet se fasse. Je pense que ça avance, les négociations entre les bailleurs de fonds, le concessionnaire, tout ça, ça se met en place. Donc ça, ce sont les deux grands projets sur lesquels on travaille en ce moment. Un autre soutien traduit au vice-président Kablan-Duncan, celui de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, afin de réduire de manière considérable le taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Un taux estimé à environ 45% de la population. C'est une alliance mondiale qui va appuyer les gouvernements au niveau national de créer de meilleures conditions pour la réalisation de leur politique d'alphabétisation pour tous les citoyens dans leur pays. Ça, c'est par le partage du savoir, de bonnes pratiques, qu'est-ce qui marche le mieux, comment créer une meilleure qualité des programmes d'alphabétisation, et tout ça avec la volonté et l'espoir de faire plus de personnes alphabétisées dans le monde, au niveau national, au régional, et nous, on fait de notre mieux pour le niveau global. Environ 768 millions de personnes sont analphabètes dans le monde. C'est pour réduire ce handicap intellectuel que l'UNESCO a créé en septembre 2016 l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. Elle est coprésidée par la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Je vous le disais en titre, le carême commence le mercredi des cendres, ce mercredi 1er mars, et s'achève le jour de Pâques. Le carême, une période propice à la prière et au recueillement. Pendant 40 jours, les chrétiens vont méditer sur les temps forts qui ont marqué la vie du Christ pour le salut de l'humanité. Pendant le carême, le jeûne et le partage sont au rendez-vous. Les chrétiens de la paroisse Sainte-Marie du quartier d'Oyaguiné de Mans ont célébré le mercredi de cendres. La correspondante de Eve Boué. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Par le tracé de la croix sur le front de chaque fidèle, ces chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Marie de Mans, à l'instar de tous les catholiques du monde entier, entrent de plein pied dans le temps de carême. Un temps propice à la prière et au recueillement. Un temps de conversion au cours duquel le jeûne et le partage nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux autres. Il y a 3 choses à faire, la prière, le jeûne et l'aumône. Vous savez, pour que notre prière puisse atteindre Dieu le plus vite possible, il faut lui trouver 2 ailes. Comme un oiseau, pour voler, a besoin de 2 ailes, donc les ailes de l'aumône et de la charité. Et chaque fidèle, durant ces 40 jours, devra se surpasser par des efforts de carême. L'effort de carême, c'est de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort et de prier pour tout le monde. Le mercredi des cendres est précédé du mardi gras, marquant la fin de la période festive avant le début du carême. C'était donc la correspondance de Eve Boué. Après 21 jours de jeûne et de prière, les fidèles de l'église Winners Chapel International de Bouaké se sont réunis pour rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie et pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire après quelques moments de frayeur qui ont secoué la ville de Bouaké. Kadi Marianne Konaté, Kader Sogodogo. Cris de joie, de célébration, chants de louange et d'adoration.
Tel est le tableau qu'affiche l'église Winners Chapel International Boaké. Après 21 jours de jeûne et de prière, les fidèles de cette église se sont réunis pour célébrer le Seigneur. Un concert de réjouissance et d'action de grâce à Dieu pour ses bienfaits durant l'année écoulée et pour ce qu'il fera encore cette année 2017 pour la Côte d'Ivoire. Nous venons dire merci à Dieu pour les 21 jours de jeûne d'où nous venons. Et nous venons dire merci à Dieu pour ses grâces, pour ses faveurs qu'il a multipliées, qu'il continuera à multiplier dans nos vies. Cette activité religieuse a également vu la participation de plusieurs artistes venus célébrer le Seigneur. Notons que cet élan de louange est aussi une manière de remercier Dieu pour la stabilité revenue en Côte d'Ivoire, surtout après ces quelques moments de frayeur qu'a connu la ville de Boaké. Quand nous louons Dieu, Dieu descend. Et Dieu descend pour nous donner sa paix. Et nous croyons certainement que la paix va régner dans cette nation et sur cette ville de Boaké. 1 Thessaloniciens 5 à 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un verset bien repris par l'Église des vainqueurs à Boaké. À l'occasion de la célébration de la 64e journée mondiale de lutte contre la lèpre, une délégation de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire s'est rendue dimanche dernier à l'Institut Raoul Folro d'Adzopé. La délégation a fait des dons aux personnes atteintes de lèpre. Mamadou Kwasi, reportage. Pour la célébration de la 64e journée mondiale de la lèpre en Côte d'Ivoire, la Jeune Chambre internationale a pris la destination de l'Institut Raoul Folro d'Adzopé, un centre hospitalier spécialisé dans le traitement de cette maladie invalidante. L'Institut Raoul Folro d'Adzopé a aussi un village, du Kes-Crémon, un village qui accueille les personnes guéries de la lèpre. Pour cette visite, la délégation de la Jeune Chambre internationale, conduite par son président national, le sénateur Abdoulaye Aliadji, a fait parler son cœur. Pour le chef de cette délégation, la commémoration de cette journée, en plus d'être un moment de partage, est un moment de communion et de réjouissance. Une façon d'oublier un tant soit peu les soucis quotidiens. D'où des prestations artistiques assurées par des personnes guéries de la lèpre. Le sénateur Abdoulaye Aliadji et ses camarades ont profité pour faire des dons composés de vivres et de non-vivres, choses qui viennent soulager ces victimes de la lèpre. Un geste salué par le directeur de l'Institut Raoul Folro d'Adzopé et par le secrétaire général 1 de la préfecture. Pour eux, cette initiative doit se répéter régulièrement en vue d'améliorer considérablement la vie des personnes atteintes de la lèpre. Les spécialistes ont profité pour sensibiliser les populations sur le dépistage de la lèpre en vue d'une prise en charge rapide et efficace. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance aux donateurs avant de faire la promesse d'un bon usage de ces dons. Nous sommes le 1er mars et comme chaque année à cette date, l'on célèbre la Journée mondiale de la protection civile. Une célébration pour rappeler le rôle de l'État qui est d'assurer au quotidien la protection de ses populations. Les précisions d'Éric Goré. C'est le 18 décembre 1990 que la Journée mondiale de la protection civile a été instituée par décision de la 9e Assemblée générale de l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC. À l'occasion de la célébration de cette journée, les populations rencontrées n'ont pas grande information sur la protection civile. Moi, la protection civile, c'est montrer aux gens leurs droits et devoirs, c'est ce qu'ils pensent. Protection civile, les corps appuyés, c'est eux qui doivent protéger les civils. La protection civile, c'est d'abord, un premier temps, avoir d'abord l'œil sur des citoyens. Certes, les populations ne savent pas grand-chose sur la question. Cependant, elles bénéficient chaque jour des services de la protection civile, car les autorités ivoiriennes ont mis en place l'ONPC, l'Office national de la protection civile, dont la mission est d'assurer la protection des populations en tout temps et en tout lieu. À l'absence du premier responsable, aucun interlocuteur n'est désigné pour approfondir le sujet. C'est le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui est saisi. Le chef de corps apporte quelques éclairages. La protection civile, c'est la réponse que peut apporter un État à l'occasion d'une agression autre que militaire. On peut être agressé par les intempéries, par la technologie, c'est-à-dire des accidents technologiques, par les feux. C'est la capacité même de l'État
à réagir face à des agressions. Chaque jour, ce sont des milliers de personnes secourues par les agents de la protection civile dans le monde entier qui déploient du matériel lourd en cas de calamité naturelle et accident. Les directeurs de cabinet des différents ministères ont été formés récemment dans les locaux de l'École nationale d'administration, un renforcement de capacité pour une bonne gouvernance dans l'administration ivoirienne. Une formation qui s'inscrit dans la nouvelle politique du gouvernement mise en œuvre par le secrétariat national au renforcement des capacités. Retrouvons Mamadou Kouassi. Une administration ivoirienne compétente et dynamique, c'est possible. Pour le faire, les directeurs des cabinets des différents ministères bénéficient d'une formation. Une formation à distance assurée par des experts canadiens. Le secrétariat national au renforcement des capacités veut à travers cette initiative donner les rudiments nécessaires au cadre de l'administration afin de mieux assurer leur rôle. Ces personnes jouent un rôle essentiel dans le pilotage de la politique nationale en matière de développement. Ils sont à la fois décideurs en termes d'orientation politique, mais également coordonnateurs techniques de l'ensemble de l'action du gouvernement. Donc ce sont des acteurs essentiels dans le cadre de la conduite du processus de développement de notre pays. Représentant le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Jean-Jacques Kanga, a exprimé les attentes du gouvernement. Pour lui, le chef de l'État et son gouvernement s'emploient au quotidien à donner aux cadres ivoiriens les moyens nécessaires pour mieux servir la nation ivoirienne. Bon, c'est une première session qui porte, comme on l'a dit, sur le rôle du directeur de cabinet dans la mise en œuvre de la politique. Il y a une autre section qui va se dérouler dans le mois d'avril à Yamoussoukro. Cette fois-ci, pas en visioconférence, mais en présentiel. C'est-à-dire que les formateurs qui viendront du Canada, de l'École nationale d'administration publique du Québec, pour cette formation-là. Cette fois-ci, ce sera à Yamoussoukro. Pour cette première phase, la formation se déroule dans les locaux de l'École nationale d'administration ENA, avec le soutien du Centre d'éducation à distance. Grâce à sa politique d'action menée auprès d'une banque de la place, la MUGECSI, la Mutuelle Générale des Commerçants de Côte d'Ivoire, a permis à ses membres de recevoir un prêt d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. Cela pour les aider à mieux se prendre en charge. Chris Diomondé et Delphine Blanc. Ouf de soulagement pour 476 commerçants. Ils ont reçu un prêt d'1 milliard de francs CFA auprès d'une banque pour renforcer leurs activités. Une action rendue possible grâce à la collaboration entre cette institution et la MUGECSI, Mutuelle Générale des Commerçants de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont besoin de financement, ceux qui sont dans les besoins, c'est eux qui s'inscrivent. Et on leur donne dans la limite de l'enveloppe que nous avons. On avait déjà 1 milliard, on a distribué les 1 milliard qui seront décaissés. On va distribuer aussi au nombre de personnes qui sont là. Parce que le crédit va de 500 000 à 5 millions. Les critères, il faut d'abord avoir un compte bancaire qu'il faut l'alimenter. Il faut avoir un registre de commerce. Il faut avoir effectivement une activité commerciale que vous exercez. Et puis il faut faire ces taxes. Un soutien financier pour aider ces commerçants. Pour plus d'opportunités en leur faveur, la MUGECSI se fixe alors d'autres objectifs. C'est de réduire le coût de la vie. C'est-à-dire quand on les aide à accroître leur chiffre d'affaires, ça doit jouer un peu sur le panier de la ménagère. Maintenant, en dehors de tout ça, nous avons parlé de l'assurance maladie. Et puis, nous avons un partenaire qui nous envoie des véhicules qu'on va distribuer aux commerçants. Et il y a des modalités de paiement qui sont très souples. En dehors de ça aussi, il y a le projet de un commerçant, un toit. Beaucoup de gens ont compris que c'est une bonne chose. C'est vraiment pour aider les petits commerçants pour qu'on puisse développer le commerce au sein des Ivoiriens. Créée en 2007, la MUGECSI a pour mission, entre autres, d'apporter assistance et soutien aux commerçants à travers l'octroi de prêts bancaires, des actions qui contribuent à l'épanouissement de ces hommes et femmes avec pour seule activité le commerce. Rendons-nous maintenant dans la région de Gbeke où l'association des femmes battantes et dynamiques décide de contribuer au développement de la région. Elles ont procédé récemment au lancement de leurs activités. Hassan Khan et Charles Tatou, nos confrères de RTI Boaké.
Contribuer au développement de la région de Gbeke, tel est l'objectif de l'association des femmes battantes et dynamiques de Bouaké. Elles sont essentiellement des commerçantes. L'association a procédé au lancement de ces activités. À travers cette activité, elle invite donc les femmes de la région de Gbeke à les rejoindre pour leur contribution au développement de la région. Sans une femme, il n'y a pas d'homme. Nous voulons aider nos maris. Donc, ceux qui ont un peu peuvent nous aider pour qu'on puisse aider aussi nos maris. Le parrain de la cérémonie a invité les femmes de cette association à renforcer les fraternités pour le bien-être des populations de Bouaké. La promotion du genre fait partie de nos priorités et des priorités du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et donc, partout où il s'agit de soutenir les femmes, nous devons être présents. Et c'est ce que nous avons essayé de marquer ce soir en apportant notre soutien à cette association de femmes pour aider à l'émancipation, pour aider au bien-être des femmes à Bouaké. Nous félicitons ces femmes qui ont eu cette idée de se mettre en association et de promouvoir l'idée du développement. L'association des femmes battantes et dynamiques de Bouaké existe depuis l'année 2000 et revendique plus de 100 membres. La police de Lakota vient de démanteler un réseau de voleurs de motos. Le commissaire Guebamba et ses hommes en ont profité pour lancer un appel à la vigilance des populations. Le reportage de Sylvain Gonetti et Teresta Peyoboué. Les motocyclistes de Lakota peuvent pousser un ouf de soulagement. Ceux qui troublaient leur sommeil. Les voleurs de motos sont tombés dans les filets de la police. C'est un jeune homme de 21 ans, résident à Dalouboue, village de la commune de Lakota, qui est le chef de cette bande de malfaiteurs. Il dit avoir fait de nombreuses victimes dans la ville de Lakota et de ses environs. C'est à la suite d'une plainte de Sieur Palais Sansan, dont la moto a été volée récemment, que les policiers ont ouvert une enquête qui a abouti 2 jours plus tard à l'arrestation du nommé Israël Dalougoudeza. Il a cité ses complices, dont 7 ont été arrêtés. Dans leur repère, 15 motos ont été retrouvées sur une trentaine d'engins qu'ils ont avoué avoir dérobés. Les agents enquêteurs de la police restent convaincus que les dégâts de ces voleurs sont beaucoup plus importants et que d'autres complices courent encore. C'est pourquoi le commissaire Gbebamba invite la population à la collaboration. À Bandoukou, la campagne pour la commercialisation de l'anacarde bat son plein. Les producteurs, acheteurs, pisteurs et tous les acteurs de la filière se mobilisent pour en faire une réussite. Ils se disent par ailleurs heureux du prix du kilogramme de noix de cajou fixé à 440 francs CFA. C'est un dossier signé Eugène Atoubé. Depuis la mi-février, la région de Bandoukou connaît une animation particulière. Traite de l'anacarde oblige. Quand c'est dans la période d'anacarde, on sait que ouais, vraiment, Tana existe. C'est seulement la jeunesse ne se débrouille pas mal. Si toi, tu n'es pas un fainéant, tu vas avoir pour toi pour manger. En ville comme dans les villages, les magasins d'achat de noix de cajou reçoivent les producteurs, principaux animateurs d'une campagne ouverte sur des accents de joie, malgré des zones de production encore difficiles d'accès. Bon, on fait souvent les pisteurs, on prend au moins 10 sacs, souvent 15 sacs, on n'arrive pas à prendre plus que 40. Donc c'est à cause des routes qu'on ne peut pas trop charger. Actuellement, nous, on a commencé à sensibiliser nos paysans. C'est qu'on ramasse un peu, on a commencé à faire les stocks pour pouvoir vendre. Mais actuellement, ce que nous constatons sur le terrain, le prix que l'État a donné, c'est monté, ça nous plaît. Mais nous, on veut toujours que ce n'est qu'à avancer. Nous sommes à 600 francs actuellement. La région du Gontougo et spécialement la zone de production de Bandoukou sont réputées pour la qualité des noix de cajou commercialisées. La délégation régionale du Conseil du coton et de l'anacarde en fait son défi. Défi admirablement relevé par les producteurs locaux. Nous les sensibilisons à faire de la qualité, parce qu'il n'y a que par la qualité que la noix de cajou pourra être mieux vendue. C'est une façon pour eux aussi d'être bien rémunérés et donc de pouvoir lutter contre la pauvreté. Nous travaillons avec l'ANADER pour encadrer les producteurs à faire la qualité. Et quand on parle aussi de qualité, on parle de sacs. Parce que les sacs jute
sont les sacs qui sont appropriés pour contenir l'anacarde. Et donc, avant le lancement de la campagne, nous avons procédé à la distribution des sacs aux producteurs. Flakié-Dougou, village à 75 km de Bondoukou, l'une des localités grosses productrices d'anacarde. Ici, le champ-école d'une coopérative du village. Les producteurs sont constamment entretenus par un agent NADER sur le respect des pratiques culturelles. Illustration de cette opération de séparation de la noix de la pomme. Un travail de patience au bout duquel l'assurance d'obtenir des noix de qualité. Et ce sont principalement les femmes qui sont commises à cette tâche. Nous les femmes on ramasse de l'anacarde et puis les hommes enlèvent les graines. Maintenant quand ils enlèvent et puis ils envoient, on met sur le soleil, on ramasse, on met dans le sac et puis on met dans le magasin. C'est la période, si la période arrive, c'est ce qu'on fait. Voilà, on fait genre comme avec les femmes, on les demande. Aujourd'hui, s'ils sont venus dans mon champ, demain je vais dans leur champ. Après demain, on va dans le champ d'un autre. Voilà, c'est comme ça nous ramassons l'anacarde ici. En tout cas, de la manière nous entendons le prix de café et cacao, en tout cas, on en est content. Avec le prix plancher du kilogramme d'anacarde Borchamp fixé pour cette campagne à 440 francs CFA, prix évoluant même jusqu'à 600 francs CFA et plus sur un marché où les acheteurs se mènent une concurrence vive, les producteurs se frottent les mains dans un contexte où nombreux espèrent toutefois obtenir mieux en guise de prime à la qualité et prix de leur effort. Les coopératives et les acheteurs locaux, en revanche, s'inquiètent de la concurrence déloyale menée par d'autres acheteurs véreux et des pisteurs venus de pays voisins. Un casse-tête auquel doivent faire face chaque année la délégation régionale du Conseil du coton et de l'anacarde ainsi que les coopératives. Oui, c'est le gros problème que nous avons, mais quelles que soient les raisons, rien ne justifie cela. Parce que nous avons besoin de développer localement nos villages, nos villes et autres, et c'est à travers nos propres ressources que nous y parviendrons. C'est à travers nos ressources que nous parviendrons à l'émergence. Et donc, c'est des actes que nous condamnons et nous demandons à nos autorités de mettre les bouchées doubles pour véritablement mettre un frein à ce fléau-là qui est en train d'asphyxier notre économie. Nous avons eu une séance de travail avec tous les commandants de brigade de la délégation, c'est-à-dire d'ici jusqu'à Koumfao, Tranchua, Tanda, avec aussi également les acteurs de la filière qui sont venus poser leurs préoccupations. Et puis ensemble, nous avons essayé d'élaborer des stratégies pour pouvoir maîtriser la situation. Dans cette lutte contre la sortie frauduleuse d'importantes quantités de noix de cajou de la zone de Bondoukou, le BSE, Bataillon de sécurisation de l'Est, a déjà saisi ces 2 camions en partance pour le Ghana. Les éléments de ce bataillon basé à Bondoukou sont en alerte maximale pour que la commercialisation de la noix de cajou tout au long de cette campagne comble toutes les attentes. C'était un dossier signé Eugène Atoubé. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a rencontré l'ensemble des partenaires au développement du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Kobenan Kwasi Adjoumani leur a présenté les projets de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Il sollicite leur appui technique et financier afin de mettre en œuvre tous ces projets. Les bailleurs de fonds ont quant à eux assuré au ministre leur disponibilité à l'accompagner dans sa vision pour relever son secteur. Herman Niamien pour en savoir plus. Face aux bailleurs de fonds qui ont répondu nombreux à son invitation, le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est exprimé sans détour. Kobenan Kwasi Adjoumani souligne qu'il a de grands projets pour insuffler une nouvelle dynamique à la pêche, à l'élevage et à l'aquaculture en Côte d'Ivoire, mais les moyens font défaut. Il sollicite donc l'appui financier et technique des bailleurs de fonds afin de relever ces secteurs vitaux pour l'économie ivoirienne. Notre objectif, c'est qu'à l'horizon 2020, en ce qui concerne par exemple la pêche et l'aquaculture, nous puissions produire plus de 295 000 tonnes de poissons. Aujourd'hui, vous savez que la tendance est à l'importation. À l'issue donc de la table ronde qui va être organisée, nous allons faire des requêtes à partir desquelles ils pourront nous soutenir. Les bailleurs de fonds rassurent le ministre Adjoumani que son cri de cœur a été entendu. Désormais, souligne-t-il,
Une attention particulière sera accordée à cette doléance. Bien évidemment, on peut compter sur l'appui des partenaires. La rencontre d'aujourd'hui a permis aux partenaires techniques et financiers du groupe Agriculture et Environnement de faire le point avec le ministre des Ressources animales et halieutiques sur son plan stratégique du développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, et aussi voir avec les partenaires techniques et financiers comment organiser la prochaine table ronde que le ministère envisage d'organiser pour mobiliser davantage des ressources pour l'opérationnalisation de ces plans. Bien évidemment, les partenaires techniques et financiers ont apprécié cette initiative de M. le ministre. Outre les projets de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, le ministre des Ressources animales et halieutiques sollicite également le concours des partenaires au développement pour asseoir une véritable stratégie de lutte contre la grippe aviaire et la peste des petits ruminants en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.